Et vous savez, il y a quelque chose de profond dans cette société, c'est la distance qu'on laisse s'instaurer entre le crime, enfin l'auteur du crime et ses victimes, du crime social. Entendons-nous. Oui, parce que, encore une fois, tout cela n'est pas prouvé comme vous voulez. Mais en tout cas, vous voyez, c'est à la limite, enfin voilà, il y a une distance qu'on laisse s'instaurer et qui fait que l'homme qui licencie n'a pas à les regarder en face les hommes qu'il a licenciés. Il n'a pas à aller les rencontrer 2 ans plus tard pour voir ce qu'ils sont devenus. Et moi, je voudrais instaurer une loi où celui qui prend cette décision-là doit aller les regarder dans les yeux et voir ce qu'ils sont devenus. Et de la même manière, là, toutes les personnes qui ont fait le choix de laisser la dépakine être vendue aux femmes enceintes, il faudrait que maintenant, à la place d'encaisser des dividendes, parce que Sanofi, c'est l'un des plus gros pourvoyeurs de dividendes, une année de Sanofi en dividendes, c'est 70 ans de Téléthon. Eh bien, j'aimerais qu'ils aillent voir en face Claire et qu'il aille la regarder en face et qu'il lui explique que non, c'est pas lui, qu'il y est pour rien et tout ça. Et je pense qu'à ce moment-là, on introduirait ce que j'appelle un scrupule. Vous savez, le scrupule, scrupulus en latin, c'est le petit caillou. C'est le petit caillou dans la chaussure. Mais quand on a un petit caillou dans la chaussure, on ne pense plus qu'à son petit caillou. J'espère que je peux être un peu leur petit caillou. Le petit caillou dans la conscience et qu'ils pensent à ce petit caillou, qu'ils pensent à Claire et à ses gamins. Johanna Vasconcelos, je l'ai dit... Il le chuchote. Et il n'est pas question de prendre des photos, on ne peut pas mettre leur nom dans le journal, et on ne peut pas, encore moins, venir avec une caméra. On peut pas parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont honte. Je dis souvent les pauvres se cachent pour souffrir. Et là, ce que je vois le 17 novembre, c'est que ce sont les plus invisibles qui deviennent hyper visibles en revêtant un gilet jaune. C'est les gens qui étaient isolés, c'est-à-dire auxiliaires de vie sociale, auto-entrepreneurs, intérimaires, les personnes handicapées, qui se retrouvent à faire du collectif sur les ronds-points. Et je dis surtout que ce sont au fond ceux qui étaient sans doute le plus accablés sous la chape de plomb de la résignation, qui se retrouvent à être traversés d'une espérance. C'est ce que je vois le 17 novembre. Donc évidemment, quand les gens parlent même plus du gasoil, mais qui parlent du social, de l'allocation adulte handicapé, des comptes emploi solidarité, du SMIC, des retraites, quand ils parlent de tout ça, il faut en être. Donc le 17 novembre, j'en suis, je vois tout ça. Et donc je passe ma journée en Harley Davidson, puisque je fais le tour des ronds-points de ma circonscription. Donc il y a Camon, il y a Abbeville, il y a Flix-le-Court, il y a le carrefour d'Amiens-Nord. J'ai jamais vu quelque chose qui se passait comme ça là-bas. Je rentre, j'allume ma radio, France Inter, et je tombe sur quoi? Sur Heure, place de la Concorde à Paris. C'est-à-dire que même quand on a un mouvement de la France périphérique, rurale, eh bien, les médias, ça revient sur Paris, 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 Paris. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me dis, j'ai un rôle de représentant, c'est-à-dire de gars qui doit représenter ce qui se passe, et je dois m'efforcer de donner de faire entendre d'autres voix, d'apporter d'autres visages. Le début du film n'est pas à l'image du film, parce qu'on me voit beaucoup à l'image, alors que je pense que je m'efface bien davantage. Après, on les voit. C'est les gens qu'on voit. Et justement, alors vous comparez, puisque Gilles Perret tout à l'heure parlait de mai 68, et vous comparez ce mouvement au film de GB et Jacques Doyon, L'an 01, dont on va voir l'affiche. Néanmoins, je trouve que le film, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste, c'était ça le slogan, vous le citez dans ce film aussi. On voit bien que c'était plus conceptuel à l'époque, en tout cas dans l'après 68, en tout cas vu par GB et Doyon. Ouais. On est plus dans l'utopie. Là, on a l'impression que leurs revendications, leurs soucis, leurs misères sont extrêmement terre à terre, et c'est pas désobligeant de le dire. Non, mais je crois vraiment pas. Je crois que c'est un mouvement qui doit être lu avec des couches successives. Ça part du gasoil au tout début, ça arrive au social, on en vient à un désir de justice, c'est l'orgueil d'un peuple qui s'exprime aussi, de se sentir humilié. Ça exprime ensuite un désir de démocratie, et je crois que plus fondamentalement, il y a aujourd'hui dans la société un vaste désir d'autre chose. Les gens savent pas quoi, mais ils sentent que grouille en eux, et grouille dans la société, un désir d'autre chose. C'est confus. C'est pas clair, mais on sait que le marché, la concurrence, le libre-échange, la compétitivité, la croissance, ce sont des mots cadavres, qui appartiennent à une langue morte. On veut plus de ça, mais on sait pas encore ce qu'on veut d'autre. Et je pense que là, vous dites c'est Doyon et GB qui avaient fait le film. Et je pense que là, il y a une responsabilité des intellectuels. Et il y a une responsabilité de l'absence des intellectuels. C'est-à-dire que les poètes, les artistes, les cinéastes, les philosophes, les sociologues, les économistes, ça doit être des gens qui peuvent aider à accoucher de cette autre. Attendez, il sort un peu de temps. L'Ange 01, c'est pas sorti en juin 68. Oui, mais c'est ça. Peut-être qu'il va se tendre des comptations, mais on peut voir qu'à l'automne, il n'y a pas eu foule d'intellectuels qui se sont précipités pour offrir
des services. J'en ai reçu un certain nombre. Quelques-uns, plutôt solidaires des Gilets jaunes. Quelques-uns. C'est une minorité. On peut trouver des minorités partout, mais c'était une minorité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aider notre peuple à accoucher de cette autre chose. Donc voilà. Gilles Perret. Non, je disais juste qu'effectivement, mai 68, on le regarde aujourd'hui avec du recul, mais tout n'était pas écrit et tout n'était pas fait au moment même du mouvement. Il y a beaucoup de choses qui se sont racontées après, c'est plus facile. Donc on va voir aussi après ce qui va se passer dans les mois qui viennent. On voit bien que ce qu'ils décrivent, tous ceux que vous interrogez, et toutes les images qui défilent derrière vous sont des images tirées du film. Ils décrivent tous un monde où l'entraide disparaît. Et ils parlent de ce qu'ils ont ressenti sur ces ronds-points, c'est-à-dire de la solidarité, de la chaleur, bien sûr, mais de la solidarité, la vraiment, fraternité, le mot revient, beaucoup. de la fraternité, de l'amitié, même, ils le disent. Et de l'amour, même, parfois. Et de l'amour, même, parfois. Parce que parfois, ça a été plus efficace que mythique. Ils se sont rencontrés, comme d'ailleurs, pendant toutes les révolutions, on peut se rencontrer charnellement. Mais ils parlent tous de la justice, des inégalités. On voit bien que c'est le moteur principal, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour moi qui m'intéresse aux questions sociales depuis un moment, c'est très intéressant parce qu'en fait on se rend compte que finalement tous ces gens qui étaient individualisés, on voit beaucoup de gens qui ont des professions très atomisées, des aides à la personne, des gens qui sont pas structurés autour de syndicats, de choses comme ça, ils ont besoin d'être ensemble et ça leur fait un bien fou. La fraternité, c'était pas sur les ronds-points, c'est pas un mot vide de sens, quoi. C'est vraiment vécu. Et qu'est-ce qui se passe quand ces gens qui se disent dégoûtés par la politique, qui se disent apolitiques, qu'est-ce qui se passe quand ils discutent entre eux, ils font de la politique. Et ils font de la politique dans le sens qui, moi, me plaît. C'est-à-dire qu'on pose la question du partage des richesses, de comment on va faire pour vivre ensemble, les questions de constitution, les questions y compris de cotisation sociale. Ils parlent de partage, ils parlent pas de collectivisation, hein. Non, mais ça, en tout cas, mais c'est vrai que ça fait un bien fou parce qu'on voit qu'intuitivement, ces gens qui se disent apolitiques sentent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, du coup, ils commencent à réfléchir à la société et du coup, ils deviennent très, très, très politiques sur ce sur quoi la gauche n'aurait jamais dû s'éloigner, quoi. Quelque chose qui revient sans cesse, il parle de la vaisselle de l'Élysée, de la moquette, de la piscine de Brégançon. Est-ce que c'est parce que vous leur avez tendu la perche, vous, non. En tant qu'intervieweur? C'est vous qui leur posez des questions? Non, pour le coup, vraiment pas. Pour le coup, c'est vrai. Mais même, au départ, je m'étais même dit que j'allais faire tout le film en si j'étais Macron. Parce que c'est une manière de susciter quelque chose en face. Oui, on vous l'aurait reproché, on vous aurait cru en campagne ouais, mais bon, si j'étais président, c'est différent de si j'étais Macron, parce que une transsubstantiation de cette nature-là est quand même improbable. Donc, c'est un film militant sans discours militant. C'est militant dans ses effets, ça ne l'est pas dans son discours à l'intérieur du film. Et oui, Gilles Perret. Non, c'est ce que j'allais dire, donc j'allais juste compléter. Alors si on regarde votre livre, Ce pays que tu ne connais pas, qui s'adresse à Emmanuel Macron, que moi je trouve être un pamphlet, je sais pas si vous l'avez écrit comme ça, c'est un pamphlet contre le président de la République. Il se trouve, vous y revenez, que vous avez fréquenté la même école de jésuites à Amiens. Vous faites justice d'ailleurs d'un certain nombre de choses qui ont été écrites. Vous n'étiez pas copains, vous n'étiez pas rivaux. En fait, vous ne vous connaissiez pas. Non. Il connaissait plutôt votre sœur, avec qui il était dans la même classe, Emmanuel Macron. Et on a l'impression, alors vous y faisiez allusion, que pour vous, j'ai l'impression que la honte doit changer de camp. C'est-à-dire, vous faites allusion au fait que ces gens dans la misère en France avaient honte de le dire et ils ne voulaient pas que vous les citiez, ni que vous donniez leur nom, ni que vous les preniez en photo avant le mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous voulez faire honte au président de la République, éventuellement à tous ceux qui l'entourent et qui sont ses supporters. Vous voulez que la honte change de camp. Vous voulez lui faire honte d'avoir, en fait, choisi son camp, d'avoir laissé tomber cette France d'en bas. Ouais, mais de la laisser tomber quotidiennement. Par exemple, je vais donner un exemple, mais quand Sanofi à la fois rejette dans l'atmosphère... Attention au procès de diffamation. Ouais, mais bon, qu'ils y viennent. Mais quand Sanofi rejette dans l'atmosphère, il me semble 190 000 fois plus d'une substance cancérigène que les normes autorisées. Quand Sanofi fait 30 000 enfants autistes, parce que... Vous pouvez pas le dire qu'ils font... Bah oui, mais enfin, il laisse les mamans enceintes avaler de la dépakine en sachant que ça va produire des troubles de l'autisme derrière pendant au moins 20 ans. Et sans transmettre ces informations, sans donner les tests, sans approfondir, sans rien faire. Ça se déroule comme ça. Quand Sanofi est condamné et refuse de payer, et ce pourvoi en appel, perd en appel, et ensuite ce pourvoi en cassation, quand derrière, c'était une jeune fille qui souffrait d'autisme, et maintenant c'est une adulte handicapée, quand on refuse de payer la famille, quand il y a un fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine, et que Sanofi ne verse pas 1 euro
au pot, et il le dit clairement, qu'ils refuseront verser, donc c'est les citoyens français qui payeront les troubles à la place de Sanofi. Et quand Emmanuel Macron, à la place de taper du poing sur la table et de dire à Sanofi, tu dois payer, sinon il n'y a plus de crédit impôt compétitivité emploi, il n'y a plus de crédit impôt recherche, et on n'est plus copains, et il n'y aura plus de cadeaux, eh bien, que fait Emmanuel Macron à la place? Il reçoit Sanofi à l'Élysée, il reçoit le Dolder, qui est le représentant de tous les grands patrons de l'industrie pharmaceutique, et dès le lendemain, sont annoncées des mesures favorables à l'industrie pharmaceutique. Il est très clair que dans ce cas-là, Emmanuel Macron n'a pas choisi le camp de Claire, maman d'enfants des Paquines. Il n'a pas choisi le camp de Béatrice, maman d'enfants des Paquines. Il a choisi le camp de Sanofi. Il a choisi le camp d'Olivier Brandicourt. Il a choisi le camp de Serge Weinberg. Serge Weinberg qui, par ailleurs, est l'homme qui a fait rentrer Emmanuel Macron chez Rothschild en lui disant maintenant enrichis-toi, qui est l'homme qui se trouvait à l'Élysée le jour où Emmanuel Macron a été investi comme président de la République. Donc voilà, Emmanuel Macron a très clairement choisi un camp et je voudrais, oui, en effet, que Serge Weinberg, Olivier Brandicourt, Emmanuel Macron, ils aient honte. Je voudrais qu'ils aillent rencontrer les mamans d'enfants des Paquines, qu'ils aillent rencontrer les enfants et maintenant les adultes handicapés eux-mêmes, qui le regardent dans les yeux et qui disent « Nous ne verserons pas 1 euro pour le fonds d'indemnisation ». Et vous savez, il y a quelque chose de profond dans cette société, c'est la distance qu'on laisse s'instaurer entre le crime, enfin l'auteur du crime et ses victimes, du crime social. Entendons-nous. Oui, parce que, encore une fois, tout cela n'est pas prouvé comme vous voulez. Mais en tout cas, vous voyez, c'est à la limite, enfin voilà, il y a une distance qu'on laisse s'instaurer et qui fait que l'homme qui licencie n'a pas à les regarder en face les hommes qu'il a licenciés. Il n'a pas à aller les rencontrer 2 ans plus tard pour voir ce qu'ils sont devenus. Et moi, je voudrais instaurer une loi où celui qui prend cette décision-là doit aller les regarder dans les yeux et voir ce qu'ils sont devenus. Et ben de la même manière, là, toutes les personnes qui ont fait le choix de laisser la dépakine être vendue aux femmes enceintes, il faudrait que maintenant, à la place d'encaisser des dividendes, parce que Sanofi, c'est l'un des plus gros pourvoyeurs de dividendes, une année de Sanofi en dividendes, c'est 70 ans de Téléthon. Eh bien, j'aimerais qu'ils aillent voir en face Claire et qu'il aille la regarder en face et qu'il lui explique que non, c'est pas lui, qu'il y est pour rien et tout ça. Et je pense qu'à ce moment-là, on introduirait ce que j'appelle un scrupule. Vous savez, le scrupule, scrupulus en latin, c'est le petit caillou. C'est le petit caillou dans la chaussure. Mais quand on a un petit caillou dans la chaussure, on ne pense plus qu'à son petit caillou. J'espère que je peux être un peu leur petit caillou. Le petit caillou dans la conscience et qu'ils pensent à ce petit caillou, qu'ils pensent à Claire et à ses gamins. Johanna Vasconcelos, je l'ai dit. Je t'ai gardé dans mon cœur. Enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. Enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur. Enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur.